Du mouvement catholique à l'action catholique. Nous allons donc revenir sur cette période de fin de 19e et de 20e siècle où nous allons mesurer, l'historien forcément ne peut pas faire autrement, le cadre général. Vous savez que le contexte explique tout. Tout peut se comparer, mais les contextes sont forcément différents. Et quand les contextes sont différents, il y a des évolutions à suivre. Les deux phénomènes à la croisée des siècles, que sont-ils? Eh bien, on y retrouve ce que je vous ai évoqué hier, le renforcement de l'ultramontanisme, c'est-à-dire la référence pontificale, la priorité pour certains catholiques français à Rome, donnée au pape, et certains vont y voir, notamment parmi les adversaires de l'Église, ils vont considérer que ces ultramontains, ce sont les cléricaux. Ce sont les cléricaux, c'est-à-dire ceux qui veulent le règne de l'Église, la priorité de l'Église. Donc, je ne dis pas que ce sont des cléricaux, ils sont vus comme des cléricaux. Le sommet étant naturellement Saint-Pierre de Rome. Regardez comment la lanterne va transformer ce Saint-Pierre de Rome dans un objet satanique qui a pour but d'essayer de dominer le monde entier. Voilà, il faut voir que la lutte est féroce à cette époque-là, d'autant que pas mal d'ultramontains rêvent quand même d'un retour à une monarchie et que les républicains estiment que la France est en danger si elle revient à la monarchie. L'anticléricalisme est généré par le cléricalisme et le cléricalisme est géré par l'anticléricalisme, généré par l'anticléricalisme. Ce sont deux mouvements qui s'alimentent l'un l'autre. La Troisième République va s'établir en 1879, mais par la conquête républicaine, la conquête des voix populaires républicaines, alors que la monarchie semblait normalement l'emporter. Il y avait une première assemblée, l'Assemblée de Bordeaux, en 1871, qui avait donné une nette majorité aux députés monarchistes élus. Donc normalement, c'était la monarchie parlementaire qui devait revenir, avec le soutien de l'Église. Des évêques se sont investis pour faire en sorte qu'il y ait un retour à une monarchie, certes constitutionnelle, mais une monarchie, comme au bon vieux temps. Je passe sur les détails, mais les légitimistes et les orléanistes, les représentants des descendants des fidèles d'Henri IV, de la voix légitime des Capétiens, et les modérés, monarchistes modérés, se sont opposés. Il y a eu une division. Notamment, le futur prétendant, Henri V, a refusé le drapeau tricolore. Il a préféré, il a dit, moi, si je reviens sur un drapeau blanc. Résultat, les orléanistes, c'est-à-dire les monarchistes modérés, se sont rapprochés des républicains modérés pour essayer de trouver une issue. Ça aurait pu être une monarchie constitutionnelle, ça a été la République. Vous voyez, on est là. Et cette République modérée s'est faite contre les monarchistes, et contre les républicains intégralistes, parce qu'elle était modérée, cette République, elle va rester modérée. Donc, c'est la victoire des républicains anticléricaux sur les monarchistes cléricaux. C'est vu comme cela en France. Et l'Église, sa hiérarchie est globalement du côté des perdants. Globalement du côté des perdants. Ceci dit, je le redis, en 1890, 1900, 1905, 80% des Français se disent catholiques. Arrêtons de dire sans arrêt que les catholiques sont à droite. Si les catholiques sont à droite, ça voudrait dire que 80% des Français auraient voté contre la République. Les catholiques, puisqu'ils étaient 80% de la population, ont voté pour des républicains qui empêchaient l'Église ou sa hiérarchie de dominer la vie politique française, de demeurer à la sacristie, selon la formule un petit peu réductrice. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des catholiques qui ont voté la République. Ce sont des catholiques, en tout cas des gens qui se disaient catholiques, baptisés, enterrés à l'Église. Puisqu'à cette époque-là, il y a 80%, au minimum, 2% de protestants. Je le rappelle, hein, c'est quelque chose qu'on dit rarement, mais ce sont des catholiques qui ont voté la République, puisque la France était très majoritairement catholique.
Voilà pour la présentation. Alors, les relations entre... Ah, pardon, oui. Ah, oh là, je vais aller trop vite, moi. Hein. Voilà, je reviens. Léotaxile, c'est un catholique, enfin c'est quelqu'un qui se prétend catholique, bon c'est encore, elle se dit catholique, et lui combat la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie est luciférienne, dit-il. Donc vous voyez, on a des échanges qui sont extrêmement virulents entre les deux camps, parce qu'il y a des enjeux politiques, des enjeux religieux, des enjeux d'hégémonie culturelle aussi, hein, au sens gramscien du terme. Qui va gagner la partie dans ce qu'on appelle l'ère du temps? L'ère du temps, hein, vous savez, c'est à vous ou c'est dans l'air, l'émission c'est dans l'air. Les hégémonies culturelles sont essentielles dans nos sociétés, puisqu'on est au temps de l'opinion publique. Il faut gagner l'opinion publique. Et pour gagner l'opinion publique, il n'y a pas 36 moyens. Les médias, on y reviendra. Des relations délicates entre Église et État en France au XXe siècle. La séparation, cette fameuse séparation, s'est faite par étapes. La violence et le caractère définitif des mesures anticléricales prises par le gouvernement de la Troisième République s'expliquent en partie par la rigidité et le cléricalisme des gouvernements précédents. Sous le Second Empire, je ne l'ai pas trop insisté, mais ce développement considérable des congrégations, des écoles, c'est du cléricalisme pour ses adversaires. On impose la religion dans l'école, on ne devrait pas. Donc il y a du ressentiment qui a été amassé couche après couche pendant des décennies et qui va venir renforcer cet anticléricalisme. Alors ça s'explique par la rigidité et le cléricalisme des gouvernements précédents ou de parlementaires qui se proclament catholiques et monarchistes, mais également, l'historien doit faire la balance, mais également par l'influence du positivisme d'Auguste Comte qui imprègne les esprits républicains et qui élimine toute transcendance. On regarde les choses uniquement à l'horizontale, le positivisme d'Auguste Comte, hein, avec les âges, l'âge de la théologie, l'âge de Dieu, l'âge de la théologie, et l'âge positif qui élimine cette superstition qui est la croyance. Edgar Quinet, devant l'Assemblée nationale, donne ce conseil à ses collègues. Dès 1948, le voici Edgar Quinet. Séculariser la législation de l'enseignement et la question se résout d'elle-même. Éliminer les congrégations, éliminer l'Église catholique de l'enseignement et vous aurez une société sécularisée. Cette conscience d'un retour à la situation d'hégémonie cléricale dans l'éducation qu'on vient de voir hier est particulièrement vive chez les membres de la Ligue de l'enseignement fondée par Jean Massé en 1866, fin du Second Empire, fidèle soutien de Jules Ferry. Le voici, Jean Massé, un des chefs de l'enseignement favorable à ce qu'on appelle la laïcité. Il s'agit, dit-il, ici non seulement de réfuter le papisme, mais de l'extirper. Non seulement de l'extirper, mais de le déshonorer. Voilà les enjeux. On est dans un combat idéologique entre certaines positions et d'autres. Le premier pas consiste à s'en prendre au fer de lance de l'enseignement religieux, donc les congrégations qui avaient fait qui s'étaient tellement développées au XIXe siècle, sous la monarchie de Juillet, sous le Second Empire, sous la Seconde République, sous le Second Empire, ça avait été l'apogée, on l'a vu. La majorité républicaine de la Chambre estime en 1879 que ces associations confessionnelles forment, ouvrez les guillemets, une vaste coalition de factieux. Donc ce sont des gens qui portent atteinte à la légitimité, à la réalité française, dont le but est d'éduquer la jeunesse à la haine de la République. C'est vrai qu'à certains moments, dans certains discours de certaines congrégations, on n'en était pas loin.
Mais c'était en proportion de la violence de l'anticléricalisme, du mépris que pouvaient afficher certains anticléricaux. La loi de 1880 retire aux facultés catholiques, notamment celle de Lille, créée 5 ans avant, en 1875, au temps où on était encore dans l'espoir de la création d'une monarchie, avec ces partis qui étaient royalistes majoritaires, eh bien, dès 1979, victoire aux législatives des Républicains, l'année suivante, les universités catholiques ne peuvent plus dispenser de grade universitaire, seulement réservé à l'État. Camille C. crée un enseignement secondaire public féminin. Vous voyez, l'enjeu des femmes, essentiel pour l'éducation. La seconde étape porte sur les caractères de l'école primaire publique. On l'installe. Donc, victoire républicaine en 79, vous voyez, le premier sujet sur lequel il s'attaque, les universités et l'école. 81, l'école est gratuite, l'école primaire publique gratuite. Elle devient obligatoire en 1882, avec le grand bonhomme de l'époque, Jules Ferry. La dernière étape correspond à la laïcisation du personnel enseignant dans les écoles publiques, avec la loi Goblet, René Goblet, un Amiénois, de 1886, puis sa prise en charge par l'État à partir de 1889. Les enseignants sont payés désormais par l'État et c'est les municipalités qui gèrent les écoles, les infrastructures. Voici René Goblet, qui est celui qui va laïciser le personnel. Une logique d'émancipation, entre guillemets, conduit à la sortie de la religion pour entrer dans la démocratie. C'est-à-dire qu'ils sont tellement, ces anticléricaux, ils veulent tellement prendre leur revanche sur la domination des monarchistes, des catholiques, des ultramontains, etc., qu'ils veulent aller au-delà de ce que l'on appelle une laïcité apaisée, une laïcité normale, une laïcité de séparation. Et Jules Ferry, là, dit, vous allez trop loin. Vous voulez trop abaisser. Jules Ferry appelle tous les instituteurs au respect des consciences avec cette fameuse formule. Demandez-vous à tous les enseignants si un père de famille, je dis un seul, présent à votre classe et vous écoutant, pourrait de bonne foi refuser son assentiment à ce qu'il vous entendrait dire, notamment sur Dieu. Si oui, abstenez-vous de le dire. Si vous attaquez la religion ou Dieu, abstenez-vous. Vous pourriez choquer un père de famille. Sinon, parlez hardiment. Voilà, pour lui c'est ça, le respect de la conscience, la laïcité. Mais ce même Jules Ferry disait, il y a pour les races supérieures un droit, parce qu'il y a un devoir pour elles, elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Attention, pas d'anachronisme, pas de jugement porté avec ce que l'on pense aujourd'hui sur ce que les personnes et les mentalités pensaient à cette époque-là. Ceci dit, c'est quand même un peu étonnant. Dans la même personnalité, vous avez ces deux propos. Toute personnalité. Mais là encore, je le dis, la notion de race à cette époque-là, il y a des personnes qui croyaient qu'il y avait des races et que la civilisation européenne devait apporter. D'ailleurs, c'est le fondement, le moteur du colonialisme, entre guillemets, et pour la bonne cause, entre guillemets, mais aussi pour quelques intérêts. Intransigeant et modéré dans chaque camp. L'univers dont j'ai déjà parlé, de Louis Veuillot, est intransigeant, on l'a bien compris. Monseigneur Frépel espère l'abrogation des mesures par la voie de la légalité. Il espère qu'on va revenir par la loi à cette attaque contre les écoles, notamment la présence chrétienne dans les écoles. Voici donc Léon XIII joue un rôle décisif. Je vous ai déjà dit le rôle des papes au XIXe, vous allez voir au XXe et vous allez voir au XXIe siècle, c'est essentiel. Léon XIII joue un rôle décisif qui n'a pas été accepté par un certain nombre de catholiques en France. Dans l'encyclique au milieu des sollicitudes qui date de 92, c'est-à-dire juste après toutes ces mesures prises par les républicains, qu'est-ce qu'il décide? Il demande aux fidèles catholiques de se rallier à la République. Vous imaginez, pour ces catholiques monarchistes convaincus,
le pape leur dit « Ralliez-vous à la République, acceptez la législation pour mieux la transformer. » Et la bioéthique aujourd'hui. Le voici, ce pape visionnaire, 1878-1903. L'anticléricalisme, j'y reviens, c'est un nouveau mot, un néologisme qui apparaît pour la première fois sous la plume d'Ernest Renan, ancien séminariste, en mai 1869. Regardez, c'est très récent dans notre histoire, le terme anticléricalisme, lors des élections. Ça, donc à la fin du Second Empire. Ça prend une dimension européenne, en particulier dans les pays latins à la fin du pontificat de Pie IX. Pie IX, celui qui s'oppose au monde moderne, entre guillemets. Voici le sympathique Ernest Renan. En France, l'épisode de la Commune marque une étape, la Commune de Paris, une étape dans la lutte des républicains très avancée, et l'Église. Pour Karl Marx, la Commune est l'avant-courrière de la Révolution mondiale. Karl Marx. Le couple, entre guillemets, cléricalisme-anticléricalisme, les extrêmes de part et d'autre, est très lié en France aux lectures divergentes, on y revient sans arrêt, de la Révolution française. Et même encore aujourd'hui. Magnifique ouvrage de René Raymond que je vous conseille si vous voulez approfondir l'histoire de l'anticléricalisme. René Raymond, un grand catholique universitaire, ou un universitaire catholique comme vous voulez, de l'Académie française, qui était l'un des grands spécialistes des commentaires, pour ceux qui ont un certain âge comme moi, des commentaires lors des soirées électorales. Il avait une capacité d'analyse, de synthèse exceptionnelle. Il a produit un de ses meilleurs ouvrages après la droite en France, c'est l'anticléricalisme en France de 1815 à nos jours. À lire si vous voulez connaître le parti d'en face. Parce qu'il est extrêmement important de connaître les enjeux des uns et des autres. Le temps fort de cette fièvre, c'est l'affaire Dreyfus. Je ne peux pas m'y étendre, 1894-1906. Et là, l'affaire Dreyfus, l'armée, soutenue par une grande majorité de la hiérarchie ecclésiastique et des catholiques français, estime qu'il a trahi. Parce qu'il est aussi en partie juif, et qu'il est juif alsacien. Donc il y a là des choses qu'il faut reconnaître honnêtement, et savoir que les catholiques ont eu de ce côté-là, ont été en quelque sorte abusés. Des journaux comme La Croix, Le Petit Journal, ou alors de manière plus laïque, La Libre Parole d'Édouard Drummond, vont prendre parti contre Dreyfus. Vous avez des grandes plumes qui prennent parti contre Dreyfus. Maurice Barrès, Jules Verne, encore un amiénois, Jules Verne, Frédéric Mistral s'engage dans le camp des anti-Dreyfusards, de ceux qui estiment donc que Dreyfus est coupable. En tout cas, comme il a été jugé, on ne peut pas déjuger Dreyfus, parce qu'en déjugeant Dreyfus, on déjuge l'armée. Or, l'armée est l'instrument de la revanche. On a donc besoin de respecter l'armée. Et d'autres, naturellement, voici Maurice Barrès, un républicain, mais qui est anti-Dreyfusard. Voici Jules Verne. Et voici... alors, ça, c'est l'autre camp, c'est Lucien R., qui était un bibliothécaire de l'École normale supérieure, qui a formaté, entre guillemets, quantité d'élèves de l'École normale supérieure au socialisme. C'était lui le bibliothécaire, et il a formaté notamment Jean Jaurès, qui a pris parti pour Dreyfus, le camp des Dreyfusards, avec la fameuse accusation d'Émile Zola dans l'Aurore, j'accuse, c'est-à-dire il accuse le président de la République, il accuse les responsables militaires d'avoir fait une erreur judiciaire. Mais ça va mettre du temps, et ça va diviser l'opinion publique française, énormément, profondément. De part et d'autre, des extrémistes cherchent à faire gagner leur camp. Chez les Républicains, eh bien, Léon Gambetta, je reprends la formule prononcée à Lille, le cléricalisme, voilà l'ennemi. L'expulsion des congrégations religieuses se fait en 1901. Donc, loi scolaire, fin du 19e, expulsion des congrégations, 1901. L'enseignement privé catholique, et donc va être instauré. Il n'y a plus moyen pour les
les catholiques, d'être présents en tant que tels dans l'enseignement. Mais, très curieusement, pour Léon Gambetta, comme pour Jules Ferry, l'anticléricalisme, dit Léon Gambetta, n'est pas un article d'exportation, c'est-à-dire que les lazaristes au Liban, les religieux, les religieuses dans toutes les colonies françaises sont bien vus par la République française qui les a expulsés en 1901 du territoire français. On n'est pas une contradiction à dire. On n'est pas une contradiction à dire. Alors le roi des rois, c'est évidemment Émile Combes, ancien séminariste. Le voici. Georges Clémenceau est un laïc né en Vendée. C'est un bleu, hein, un Vendéen bleu par rapport au Vendéen blanc. Georges Clémenceau, l'homme qui va se faire enterrer droit pour ne pas se coucher devant Dieu. Vous le savez, ça. Donc, Georges Clémenceau. Mais Georges Clémenceau, c'est un homme politique qui a le sens de la mesure. De l'autre côté, Charles Maurras. Charles Maurras incarne cette action française qui rêve d'un retour à une monarchie héréditaire, traditionnaliste et catholique. Charles Maurras est un catholique qui n'est pas chrétien. Je vais vous surprendre là. Hein? Il traite les évangélistes, message évangélique, message chrétien, de 4 juifs obscurs. 4 juifs obscurs. Mais il admire la structure de l'Église catholique. Sa pyramide, qui est d'une logique, d'une beauté, d'une efficacité extraordinaire. Il crée l'Action française et combat l'anti-France, les protestants, les juifs, les francs-maçons et les métèques. Les métèques, c'est-à-dire les étrangers. Le roi des rois, du côté du radicalisme, l'intransigeantisme d'extrême droite, c'est Édouard Drumont. Édouard Drumont, qui est un antisémite, mais caractéristique, hystérique. L'affaire des fiches, qualifiée de jésuitisme retourné par Clémenceau, va en marquer l'apogée de cette période d'anticléricalisme ultra-dominant, de revanche sur les cléricaux. Qu'est-ce que c'est que l'histoire des fiches? C'est que le général André, ministre de la guerre, va demander au ministère de créer des fiches pour chaque officier supérieur de l'armée française, en demandant et en précisant de dire ceux qui vont à la messe avec missel, vont à la messe avec leurs enfants, et ces gens-là, on les écarte de la direction. Un député de droite a réussi à trouver des fiches sur des dénonciations en interne. Il présente ça à l'Assemblée nationale, c'est un scandale absolu. Voici le fameux civeton qui est attaqué, donc il est condamné par ses collègues députés. Combes est mis en cause, puisque c'est lui qui a ordonné de délivrer ses fiches en 1905, l'année même de la séparation des Églises et de l'État. Il est condamné, il doit reconnaître, le général André est giflé en pleine Assemblée nationale lors d'un débat extrêmement mouvementé, et Combes démissionne, et c'est pas lui qui va réaliser la séparation des Églises et de l'État. La séparation des Églises et de l'État va être réalisée parce que, au sommet, à cette acmé de l'intégrisme républicain, qui aboutit à ce scandale de l'affaire des fiches, automatiquement les modérés, par effet de vases communicants, vont reprendre la main et vont gérer, dans le cours de l'année 1905, cette fameuse loi de séparation. Un homme joue un rôle important côté catholique, l'abbé Jules Lemire, futur député-maire d'Hasbrook. Il estime qu'il faut tenter l'expérience d'une alliance, comme le dit le pape, enfin d'une intégration des catholiques dans la République. Le voici, l'abbé Jules Lemire. Et un homme politique de chez nous, Alexandre Ribot, député de Saint-Omer, s'abstient sur la loi de la séparation tout en parvenant à éviter une opposition frontale de l'Église de France et du Vatican sur la séparation des Églises et de l'État, puisque le sujet désormais en cours, c'est celui-là. Alexandre Ribot est une des grandes personnalités politiques qu'on ignore dans le Nord-Pas-de-Calais, dans notre région, et il a été président du Conseil avant Georges Clémenceau durant la Grande Guerre.
Aristide Briand fait en sorte de réaliser. Vous vous souvenez de cette petite caricature que je vous avais évoquée, puisqu'il le faut, séparez-vous, mais tâchez de rester bons amis. Une fois la séparation faite, une fois que les biens d'église ont été spoliés, c'est la deuxième fois, hein, biens nationaux en 90-91, à nouveau, biens d'église en 1905, deuxième fois, qu'on pique, entre guillemets, les biens de l'Église. Bon, donc, c'est quand même quelque chose de... Eh bien, il faut faire des inventaires pour évaluer la richesse que l'État récupère. Et ces inventaires sont l'objet de combats entre ceux qui refusent qu'un agent des services publics rentre pour évaluer. Et il y a même un mort, un seul mort. Mais ce mort, en France, sur ces inventaires de 1906, est à Boskep, dans les Flandres. Clémenceau, qui est au pouvoir, fait cesser les inventaires en disant que tout ça ne vaut pas la mort d'un homme. Clémenceau, anticlérical, acharné, se rend compte qu'il faut arrêter, sinon on va à nouveau une guerre civile. Le Conseil d'État, oui, alors les catholiques, je passe sur les réactions, ont été scandalisés, on nous prend tout, hein, on nous prend notre bien. Pas seulement le clergé, les catholiques qui avaient donné des chaises, qui avaient donné des statues, qui avaient mis de leur argent, qui avaient fait des legs pour l'Église, pour qu'elle soit belle, pour qu'elle soit à la hauteur de ce qu'ils veulent pour la vie liturgique. Ces catholiques sont scandalisés, on nous prend notre bien. Mais le Conseil d'État va très habilement avoir une politique de conciliation dès qu'il y a des conflits. Pourquoi? L'un des principaux conflits, c'était que, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui va gérer les biens dans le diocèse? Est-ce que c'est les associations de chaque paroisse ou l'évêque? Et il se trouvait que dans certaines paroisses, il y avait des catholiques pro-républicains hostiles aux positions du pape. Et donc, certains républicains étaient tentés de leur donner la main pour qu'ils gèrent ces biens. Et le Conseil d'État a dit non, l'Église catholique est une institution organisée, donc on va considérer que c'est à l'évêque de gérer, y compris au niveau des paroisses, pour respecter la structure de l'Église. Donc, si vous voulez, il y a le droit et il y a la jurisprudence. La jurisprudence du Conseil d'État a fait la part des choses et n'a pas été toujours favorable aux républicains. Elle a su, à des moments essentiel, notamment dans le Pas-de-Calais, être favorable à l'Église catholique. Et du coup, on s'est petit à petit habitué à gérer de manière pacifique. Finalement, sur cette affaire de la séparation des Églises et de l'État, il faut attendre la Grande Guerre. Après la Grande Guerre, en 1924, une encyclique, Maximam Gravissimam Que, accepte que, justement, les associations diocésaines, au moins à titre d'essai, donc depuis ce temps-là, on est à titre d'essai, hein, je vous le signale, au moins à titre d'essai, eh bien que fasse entrer le statut de l'Église de France dans le cadre de la loi. C'est-à-dire que désormais, plus de problème. Quand il y a un conflit, c'est l'évêque ou son représentant qui gère le conflit sur les biens de l'Église. Et c'est une pratique qui s'est instaurée dès 1911 et qui a été actée par le pape, donc les deux partenaires d'accord, en 1924. Voici ce pape, Pie XI, qui est un très grand pape, on va y revenir, de 1902 à 1939. Le mouvement catholique mobilisé pour le renouveau de la France, ces catholiques attaqués sur l'école, sur leurs biens, attaqués de toutes parts par un camp qui est un camp anticlérical, qui veulent l'expulser, le renvoyer à la sacristie, ces catholiques vont se défendre en organisant une contre-société avec une double réaction face aux laïcisations que j'évoquais et au scientisme positiviste d'Auguste Comte, cet esprit, cet air du temps, qui est un air du temps, allez, uniquement à l'horizontale, qui élimine toute transcendance. Le camp d'en face se trouve dans une situation paradoxale, résumée par une remarque d'un personnage important du camp d'en face, entre guillemets, Ferdinand Buisson, qui était un adjoint de Jules Ferry. Dans la revue politique et parlementaire d'octobre 1903, avant même
la séparation des Églises et de l'État. Mais après tous les dégâts faits sur l'école, toutes les mesures prises sur les congrégations. Que dit-il? Ce texte est très intéressant. Le voici, Ferdinand Buisson, président de la Ligue des droits de l'homme, de 1914 à 1926, directeur de l'enseignement primaire de 79 à 96, bras droit de Jules Ferry. Donc c'est un laïc qui est très, très, très bien assis sur ses positions. On lui a tout enlevé. À qui? À l'Église, semble-t-il, de ce qui faisait sa force. Titres, privilèges, richesses, honneur, monopole. Vous voyez à quoi ça fait allusion tout ça. Or, nous sommes en 1903, elle tient incontestablement dans la France d'aujourd'hui une place qu'elle n'avait pas jadis. Elle a développé, et voilà le fruit du romantisme, son action bienfaisante charitable. Elle a, 1903, aujourd'hui, par ses œuvres de toute espèce, une popularité plus grande que jamais et de meilleure aloi. C'est un anticlérical qui dit ça. En 1903, par les prodiges de zèle, de générosité et de dévouement qu'elle a suscité chez les laïcs, jadis si tièdes, on était dans du conformisme, elle s'est rapprochée de la démocratie. Elle est loin d'être fermée au socialisme, tout au moins sous sa forme d'aspiration sociale, dit ce Ferdinand Buisson en parlant de l'Église. Voilà la vérité qu'il faut savoir regarder en face. Ce n'est pas le catholicisme d'il y a un siècle à qui nous avons affaire, et il serait vain de le combattre avec les seules armes de Voltaire ou de Paul-Louis Courier. L'Église a bougé. Soyez conscients que l'Église représente encore aujourd'hui, et pourtant je la combats, une force extraordinaire. C'est une citation de Gérard Cholvy, mais ce n'est pas Cholvy, hein, c'est Buisson qui parle. Alors, comment s'est-elle transformée? Comment est-elle devenue cette œuvre charitable? Par tout ce que j'ai dit précédemment, mais aussi par des mouvements de jeunesse qui naissent en même temps. L'ACJF, association, et non pas action, hein, Association catholique de la jeunesse française. J'aurais dû le mettre à côté, mais bon, c'est association de... Elle est fondée, regardez la date, en 1886, juste après les lois scolaires, en plein dedans, ou juste après, par un laïc. J'insiste, c'est pas un curé qui a fondé, c'est un laïc, Albert Demain. Le voici. Il est mort en 1904. Quel est l'objectif de l'action catholique? Parce que cette association catholique va développer une action catholique. Des fois, on a souvent tendance de dire ACJF, c'est action catholique. Non, c'est association, mais le principe, c'est de développer une action catholique. Cette action est double. Constituer de nouveaux outils pour christianiser ou entretenir la foi de ces milieux, les milieux dans lesquels on agit. Deuxième objectif, apporter dans ces derniers milieux sociaux la doctrine humaniste et sociale de l'Église. Voilà la double mission de l'Association catholique de la jeunesse française. Elle se développe notamment en Italie sous forme d'action catholique italienne, organisée par Pie XI. 4 branches en Italie, les hommes, les femmes, les jeunes hommes, les jeunes filles. Et ça donnera naissance à ce qu'on appelle la CGH, la CGF, Action catholique générale des hommes et des femmes. La devise, les mots-clés de cette ACJF, l'ordre est important. Piété, étude, action. Voilà les 3 mots-clés de l'Association catholique de la jeunesse française. De 86 à 14, des groupes locaux, des fédérations régionales se mettent en place partout en France. Et en 1903, Ferdinand Buisson les voit à l'œuvre. Déjà, elle connaît un développement rapide. Plus de 1500 adhérents à son premier congrès à Angers en 1887. 140 000 adhérents en 1914. 3000 groupes partout en France sont organisés en lien avec les paroisses. Voici son écusson. Une croix pâtée, comme on dit, avec une croix qui s'élargit
qui s'élargit aux dimensions du monde. Robert de Roquefeuille est le premier président de l'ACJF. Jean Leroll, président de 1905 à 1909. Pierre Gerlier, Pierre Gerlier, un jeune avocat, président de 1909 à 1913, futur cardinal Gerlier durant la Seconde Guerre mondiale. Charles Flory, président de 1922 à 1926, gère cette association qui a une dimension nationale. Voilà la riposte. Sur le plan économique et social, les patrons catholiques ne sont pas restés inactifs. Le paternalisme social de Frédéric Leplé dans les cercles catholiques d'ouvriers, fondé par Albert Lemain, dans les syndicats mixtes, les confréries pieuses, comme celle de Notre-Dame de l'Usine en 1887, vont réagir, avec notamment Léon Harmel. Un avocat lillois, Gustave Théry, rejoint le maître à penser de l'Association des patrons chrétiens du Nord, fondée en 1884, l'abbé Fichot, qui préfère, on le voit bien, c'est par rapport aux marxistes, à la notion de justice, celle de paternelle sollicitude qui constitue le patronage. On a là un langage qui est plus un langage de la doctrine sociale de l'Église. Alors, ces patrons catholiques sont à cette époque-là pour une conception corporative face à l'ultralibéralisme du capitalisme et au socialisme athée. La corporation, c'est le retour au Moyen-Âge. Le maître, l'ouvrier et l'apprenti. L'union des forces de production. En 1884, une association catholique des patrons du Nord est créée par l'abbé Fichot, avec comme principal partenaire quelqu'un dont le nom se trouve dans une des salles du grand séminaire, Philibert Vraud, fondateur des facultés catholiques de Lille. Le voici, Philibert Vraud. On crée une école de patrons chrétiens. Et vous savez comment elle s'appelle, cette école créée à Lille? HEI. Ce sont ces patrons sociaux qui ont créé HEI. Ils ont voulu développer une élite de cadres pour diriger ensuite les entreprises. Des contremaîtres chrétiens dans un institut qu'on appelle l'ICAM, Institut catholique des arts et métiers. Vous voyez, Ferdinand Buisson, il l'avait bien compris, ça, toute cette force qui germe au sein même de l'Église catholique. Condamnée pour non-respect de la loi, cette association des patrons est fermée en 1891. Les républicains les combattent comme ils peuvent. En 1920, par contre, Eugène Maton, patron robisien du textile, fonde avec Désiré Lay un consortium de l'industrie textile de Roubaix-Tourcoing. Ces deux ne s'affichent pas catholiques, mais ils se présentent quand même de ce côté-là. Or, ce sont des patrons de combat. Et ils vont lutter contre le mouvement ouvrier, contre le mouvement socialiste et gérer les œuvres sociales. À partir de 1921, ce consortium des industriels s'engagent dans une politique d'affrontement classe contre classe, dont la clé de voûte est le refus de toute négociation sur les salaires. Et là, l'Église va prendre parti pour les ouvriers. Et qui va prendre parti au nom de l'Église pour les ouvriers contre ces patrons de combat? Le futur cardinal Liénard. Vous voyez, l'Église, là, se désolidarise du consortium. Le bilan de cette œuvre paternaliste est très mitigé. Celle-ci, ces patrons sociaux ne bordent que superficiellement sur la masse ouvrière, alors que se dresse particulièrement puissante dans l'arrondissement de Lille la contre-église socialiste, dont le fondateur et l'apôtre infatigable est le Parisien Jules Guesde, commis voyageur du marxisme en France, avec Carrette à Roubaix, la Mecque du socialisme, et Gustave Delory à Lille. C'est dire que quand André Diligent prend la mairie de Roubaix, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire quand on y pense. Gustave Delory, le voici, le maire de Lille. Hein. Les disparités sociales demeurent importantes dans un 19e siècle qui n'en finit pas. Les taudis lillois de Kechber en 1937, les courées robésiennes chères à Maxence van der Merch, l'auteur de Quand les sirènes se taisent, sont très exactement ceux et celles de 1880. Même tristesse, même promiscuité, même défaut d'hygiène et de confort. Il y a là une misère liée à la promiscuité dénoncée à juste titre par un des grands écrivains catholiques de chez nous, Maxence van der Merch.
Lille, un peu de chauvinisme, devient la capitale du catholicisme social avec Lyon quand même. Hein. Charles Kolb Bernard, grand-oncle du général de Gaulle, président de 38 à 86 de la Société de Saint-Vincent de Paul à Lille, génératrice d'œuvres multiples, celle de Frédéric Ozanam, hein, surnommé le député du pape, considéré comme l'évêque laïque de Lille, au temps où Lille n'a pas de diocèse. Eh bien, cet homme fonde l'œuvre de Notre-Dame de la Treille dans le but de fonder, dès 1953, une cathédrale à Lille, puisque c'est à Cambrai que se trouve le siège, hein, vous le savez. Le voici, ce grand personnage dont on ne parle pas souvent. Il fonde... alors, il est relayé sous la Troisième République par Philibert Vraud, je l'évoquais, beau-frère, et son beau-frère, Camille Féron-Vraud, médecin, il organise en 1872 le premier cercle catholique d'ouvriers lillois, fonde en 85 le premier syndicat mixte du Nord, crée la faculté libre de médecine et de pharmacie, unique en France, dotée d'hôpitaux et d'écoles d'ingénieurs qui existent encore aujourd'hui. Philibert Vraud, c'est le patron du fil aux Chinois. C'est l'introducteur à Lille, tout en étant patron, célibataire, de l'adoration nocturne du Saint-Sacrement en 1857, organisateur en 81, tout en étant patron de centaines d'ouvriers et d'ouvrières d'un premier congrès eucharistique national, et il préside en 1873 le comité catholique du Nord et du Pas-de-Calais qui organise des congrès annuels, finance des écoles, les facultés catholiques, à tel point que le cardinal Régnier inaugure les facultés catholiques en disant l'existence de notre université ne tient qu'à un fil, mais il est solide, c'est un fil Vraud. Producteur du fil chinois, c'est un fil solide, c'est le fil Vraud. Philibert Vraud finance la presse catholique du Nord, se rallie à la République, difficilement. J'ai lu ses carnets, ça a été dur, un sacré débat, il était profondément monarchiste. Il a accepté de se rallier à la République, à la demande donc de Léon XIII. Ces laïcs font de Lille une capitale religieuse qui obtiendra pour l'importance de son activité son évêché en 1913. Le fils de Camille Féron-Vraud, Paul, sauve le journal La Croix de Paris après l'expulsion des assomptionnistes en assumant sa direction de 1900 à la Grande Guerre. Le pape Léon XIII prend acte de la sollicité du régime républicain et demande donc aux monarchistes de se rapprocher des républicains modérés. Voilà comment on a sauvé la mise en France. Le pape Léon XIII a joué un rôle essentiel. Essentiel. Les congrès catholiques du Nord-Pas-de-Calais, donc partout à Lille, à l'Hôtel de la Monnaie, chez les frères des écoles chrétiennes, s'organisent des rassemblements de tous les catholiques dans les œuvres du Nord et du Pas-de-Calais. Je passe, parce que le temps avance et je voudrais vous parler d'autre chose. Des grandes assemblées générales se mettent en place, des comités catholiques du Nord-Pas-de-Calais, de 1873 à 1896, et faisant de Lille vraiment un centre extrêmement important. Ce dynamisme a permis de créer l'université. L'université catholique de Lille est liée au congrès des catholiques du Nord-Pas-de-Calais. Le diocèse de Lille doit beaucoup à ces congrès de laïcs qui se sont réunis sur des œuvres réalisées dans les diocèses d'Arras et de Cambrai à cette époque-là. Des secrétariats sociaux se mettent en place partout, des missionnaires du travail. On va parler de la mission de France, mais il y a d'abord eu les missionnaires du travail autour de l'abbé Six à la fin du XIXe siècle dans le cadre du mouvement catholique social. Ils créent des institutions sociales, ils se structurent en union régionale à partir de 1921. Ils sont le poumon de ce catholicisme social septentrional avec une grande figure, Eugène Dutoit, président des semaines sociales qui rassemblent des milliers de catholiques dans des universités itinérantes dans toute la France. Elle est très dynamique, cette Église catholique, au sein de la France. Elle est très dynamique et très portée désormais sur les questions sociales. Vous avez bien vu, Buisson l'a bien vu. Eh bien, ils portent leurs fruits. Elles viennent, ces semaines sociales, à Lille en 1932. Regardez par exemple, en 1919, Eugène Dutoit se trouve ici, vous le voyez, Eugène Dutoit, là, et juste à côté, qui se trouve pour l'accueillir à Metz, un jeune avocat
qui n'est autre que Robert Schuman, le futur père de l'Europe. Robert Schuman accueille les semaines sociales à Metz. Justement, l'Église face à la question sociale, deux grandes encycliques. 1892, je l'ai dit au milieu des sollicitudes, ralliez-vous à la République pour mieux la transformer. L'année d'avant, Léon XIII a publié Rerum Novarum. Rerum Novarum, qui est un texte fondamental qui va permettre aux catholiques de rivaliser, entre guillemets, sur la question sociale avec leurs amis, entre guillemets, socialistes. Une autre influence marque certains futurs syndicalistes chrétiens. Et ben voilà, en 1904, né autour de Victor Diligent, le père d'André, se réclamant d'un grand penseur social catholique marxanier, polytechnicien, ce qu'on appelle un sillon. Un sillon, c'est-à-dire on creuse la terre pour y germer, y semer, puis y germer la bonne parole. Qu'est-ce que veut Marxanier? Rien que ça. Planter le grand arbre du christianisme démocratique et social. C'est un homme assez enthousiaste. Victor Diligent le suit. Voici Marxanier. Un débat contradictoire a lieu en 1905 à Roubaix qui met aux prises Marxanier et Jules Guesde. Une revue est créée, cette revue s'appelle À la voile, des groupes se mettent en place partout dans la région et on se bat contre le travail des nuits dans les boulangeries, contre les abus de travail des ouvrières à domicile, contre le massacre des Juifs en Russie. Bon, vous voyez, le monopole cégétiste est dénoncé par ces catholiques soucieux de la question sociale qui veulent réconcilier christianisme et démocratie. La Grande Guerre joue un rôle essentiel pour réintroduire les catholiques dans la légitimité nationale. Essentiel. Ils sont en train de revenir en force sur le plan social par tout ce que je viens de vous montrer. Ils vont revenir en force dans la collectivité nationale par le sacrifice du sang, le sacrifice de ces millions de morts catholiques. Alors, le clergé, dans le diocèse d'Arras, sur 1100 prêtres du diocèse, 300 sont mobilisés d'abord. Les curés sont dans le coup. Les curés, ça codo. Les prêtres les plus âgés servent dans le service de santé, mais tous les autres sont obligés, et c'est une excellente chose finalement, les républicains les ont obligés, alors qu'ils étaient exemptés avant, les ont obligés d'aller au service militaire. Donc le clergé est présent dans l'armée française, soit comme aumônier, soit comme présent dans l'infanterie. Quelques aumôniers militaires jouent un rôle essentiel, le chanoine Camille Vitel, grande figure, qui reçoit la Légion d'honneur par Joffre à Verdun, l'abbé Raoul Bridoux, un aveugle, à la suite de ses blessures, Légion d'honneur. 35 prêtres, notamment sur Arras, je donne des chiffres d'Arras, sont tués à l'ennemi, décédés de leurs blessures, morts en captivité. Le clergé, rien que de ce diocèse, reçoit 78 croix de guerre, 21 médailles militaires, 9 légions d'honneur. L'Église paye au prix fort son amour et sa défense de la patrie. On a aussi des laïcs, des militaires catholiques, Victor de Saint-Just, un général républicain, Charles de Lestrin, qui va devenir un des grands résistants de la Seconde Guerre mondiale, tout comme il va être nommé par le général de Gaulle chef de l'armée secrète durant la Seconde Guerre mondiale, mais il fut soldat émérite poilu de la Première Guerre mondiale. Des hommes et des femmes du mouvement catholique meurent durant cette guerre. Paul Deron, tué sur la Somme en 1916, était un responsable de la jeunesse catholique. Robert Hollard, Madame Colombel, née Taillandier, sert comme infirmière dans les ambulances du Saint-Sacrement. Il y a des catholiques engagés en politique qui meurent durant la Grande Guerre. Taillandier, avec son collègue Raoul Briquet à Bapaume, je passe. On est sur des choses... De toute façon, je crois que je vais vous le laisser. Vous pourrez regarder ça tranquillement si vous voulez revenir dessus. Mais je balaye une figure exceptionnelle de la résistance. Cette figure, c'est Louise de Béthigny. J'espère qu'ici, tout le monde sait que c'était une catholique convaincue. Elle est morte à Cologne le 27 septembre 1918. La voici, cette belle, grande femme, études secondaires à Valenciennes, chez les Sœurs du Sacré-Cœur, études supérieures à Lille, en Angleterre, à Londres, puis voyage en Europe. Elle pratique l'anglais.
Elle est à 800 en 1914. Elle décide de revenir à Lille et s'engage dans la résistance et l'espionnage. Elle vient au Touquet à 3 reprises pour soi-disant continuer des relations commerciales avec les Pays-Bas. En fait, c'est une couverture. C'est une couverture parce qu'elle participe à un réseau de renseignement dans le réseau Alice. Ce réseau se trouve en zone occupée, puisque l'île est occupée. Nous sommes durant la Première Guerre. L'île est occupée, qui compte une centaine de membres. Elle est arrêtée sur dénonciation. Elle est condamnée à mort, déportée. Elle meurt à Cologne en septembre 1918. On lui a octroyé un monument à Lille, Maxime Réal d'Elsart, et une place, la place Louise de Béthigny. Justement, en parlant de monuments aux morts, de nombreux monuments aux morts, Notre-Dame de Lorette, Vimy, tous ces combattants français, britanniques, canadiens, et tombés notamment en Artois, se retrouvent sur ce lieu emblématique qu'est Notre-Dame de Lorette. Monseigneur Julien, évêque d'Arras, ils sont morts pour la paix. Ils sont montés si haut dans leur sacrifice qu'ils ont qualité pour crier au peuple encore trop égoïste, assez de guerre. C'est la voix de l'Église par l'intermédiaire de son évêque. Et juste à côté, depuis 2014, un immense et magnifique anneau de la mémoire, qui cette fois-ci rassemble tous les combattants. Pas seulement les combattants d'un camp, mais tous les combattants. Les conséquences de la Grande Guerre, inattendues mais intéressantes. Les besoins en main-d'œuvre, 10% des hommes sont morts, en âge de fonder des familles, 10%. Eh bien, une vague d'émigration est organisée. Regardez les chiffres. Pour aujourd'hui, c'est pas mal non plus, ça. Alors que les immigrés n'occupent que 2,5% de la population en 1913 en France, ils rassemblent près de 20% de la population en 1925, passant de 26 000, population active, 26 000 à 224 000. Les populations belges, traditionnellement source de l'immigration, sont moins présentes. Ce sont désormais des Slaves, qui représentent plus de 80% des étrangers et surtout des Polonais. Des villes comme Neu, Marle, Courrières, Drocourt, Bruay, consacrées capitales polonaises, deviennent des petites Polognes, avec un encadrement, des structures de base, des paroisses, des sociétés catholiques, des confréries, un journal, le Narodowiec, pris en charge par l'élite polonaise westphalienne. Et regardez, à Bruay, ville communiste, la situation au mois de juin, communion solennelle, comme on dit, à Bruay dans les années 1920. Quelle est l'attitude de l'Association catholique jeunesse française durant l'entre-deux-guerres? Ses positions évoluent. Elle se rapproche du catholicisme social et de la démocratie chrétienne. Un nouveau mot d'ordre apparaît. Rappelez-moi le premier, c'était piété, étude, action. Eh bien voilà. Voilà qu'on passe de piété, étude, action à voir, juger, agir. Laïcisation, entre guillemets, des termes. Même si dans le juger, il y a l'évangile, puisqu'on juge au regard de l'évangile. Mais vous voyez cette tendance au verticalisme et à l'horizontalisme. On voit bien que dans l'ACJF et les mouvements d'action catholique spécialisés se met en marche une mécanique qui fait que d'une balance beaucoup plus, je dis bien, je suis prudent, d'une balance beaucoup plus verticaliste, on arrive à une balance un peu plus horizontaliste. On a à travers les mots, jamais les mots ne sont innocents. C'est le principe de la révision de vie en équipe locale. Et on va créer donc des équipes spécialisées. La première, et ce n'est pas un hasard, la première des équipes spécialisées, ce n'est pas dans le milieu indépendant, ce n'est pas dans le milieu rural, c'est dans le milieu ouvrier. La jeunesse ouvrière chrétienne est créée en 1927. Cette jeunesse ouvrière chrétienne est suivie de la jeunesse agricole catholique. C'est le mouvement d'action catholique général qui se scinde en mouvement d'action catholique spécialisé. Voici le sigle. La JEC, toujours en 29, le sigle. La JMC, elle est moins connue, la Jeunesse maritime chrétienne, 1932. La JIC, Jeunesse indépendante chrétienne, en 1935.
la jeunesse indépendante chrétienne féminine, en 1935 toujours, voici son écusson, chacune de ces formations prenant son autonomie par rapport à la CJF. La CJF, d'ailleurs, va se dissoudre en 1956. Elle n'a plus, en quelque sorte, de raison d'être. Ce mouvement est porté principalement par des laïcs, bien que soutenu par des théologiens et des philosophes. Yves Congar, Marie-Dominique Chenu, Emmanuel Mounier, Jacques Maritain, donc vous voyez, théologiens et philosophes. Voici un des grands inspirateurs de cette période, un autre très grand philosophe, Jacques Maritain. Donc Mounier, mort en 1950, Maritain, mort en 1973. Ils s'orientent rapidement dans leur position à gauche de l'échiquier politique. Une gauche modérée, mais une gauche. Emmanuel Mounier, fondateur du personnalisme, écrit « Le capitalisme doit être supprimé et remplacé par une organisation socialiste de la production et de la consommation. » Certains d'extrême droite vont dire « Mounier, c'est un marxiste déguisé ». Voilà pour, à partir de 1950, une quarantaine de mouvements s'organisent au sein de la conférence des organisations internationales catholiques. Les catholiques dans la résistance, je ne peux pas ne pas en parler parce que la Seconde Guerre mondiale est une deuxième étape essentielle pour le positionnement des catholiques dans la France. La dissidence, une vertu chrétienne en temps d'occupation. J'ai pas innocemment installé le drapeau de la France libre. C'est une croix chrétienne avec une traverse supérieure qui représente, vous le savez, l'écriteau sur lequel Ponce Pilate a fait poser au-dessus du Christ Jésus de Nazareth, roi des Juifs, le fameux Henri que tout le monde n'arrive pas à décrypter quand il se trouve sur la croix. Une réponse catholique, cette dissidence, patriotique, celle de Charles de Gaulle, catholique pratiquant à la provocation de la croix gammée nazie. Quelles sont les armes de la dissidence? Un dissident est une personne qui se sépare d'une communauté ou d'un parti dont il était membre, il ne reconnaît plus la légitimité de l'autorité à laquelle il devait se soumettre jusqu'alors. Jésus est le premier dissident. C'est ce que disent les résistants en 40. Jésus est le premier dissident. Il affirme « Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir, mais le rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » est proprement en son temps révolutionnaire. Mon royaume n'est pas de ce monde. Magnifique Francisco des Urbaran qui montre ce Christ. René Girard, auquel je reviens, la croix a vraiment transformé le monde, dit-il. Désormais, la société devra trouver un autre moyen pour endiguer sa violence mortifère. C'est une très profonde réflexion qui est faite par ce grand philosophe. Le message catholique est très net contre le nazisme, mais aussi contre le communisme. L'homme, encore un pape essentiel, c'est Pie XI, Mitprenender Sorge, 14 mars 1937, le 14 mars, dénonce les nazis. Divini Redemptoris, le 19 mars, vous vous rendez compte? 5 jours plus tard, condamne le communisme. La clarté de la position politique de l'Église par l'intermédiaire de son pape est extraordinaire. Extraordinaire. Là voilà, les deux. Un pape contre le nazisme, un pape contre le communisme. L'humanité clandestine, à cette époque-là, critique le mouvement communiste, critique le mouvement foncièrement réactionnaire et antidémocratique lancé par De Gaulle à l'été 40, ce qui veut dire qu'en 44, les chrétiens vont dire aux communistes « Vous étiez où en 40 ? Vous étiez où ?» Cette lucidité se retrouve à la veille du conflit dans les cercles des Amis des Maritains chez Georges Bernanos. César n'a pas tous les droits. Bernanos, les enfants humiliés. Journal de 1939-1940. Face à l'accusation de trahison au sein de l'Église, devant des évêques, il faut le reconnaître, maréchalistes, et on en parlait tout à l'heure, maréchalistes y compris, c'est-à-dire en faveur du maréchal Pétain, y compris après la guerre, eh bien devant ces évêques, notamment Monseigneur Chollet, archevêque de Cambrai,
maréchaliste. Nous n'avons pas le droit de discuter la personne du chef de l'État, dit le cardinal Liénard est plus prudent, il parle de loyalisme sans inféodation. Le voici, mais il restera fidèle à Pétain jusqu'au bout, en estimant que Pétain est injustement condamné. Il a servi la France. Mais le pire de ces évêques qui a été imprudent à cette époque-là, c'est Monseigneur Dutoit, évêque d'Arras, Boulogne et Saint-Omer. Regardez, dans cette lettre du 1er janvier 1941, il justifie le bien fondé de la collaboration. Il trouve que c'est absolument nécessaire, qu'il faut le faire. Il est d'une imprudence politique qu'il va payer cher. À la Libération, il a failli être éliminé par des résistants. Et ce sont des résistants catholiques, dont Jules Catoire, qui vont le sortir, l'exfiltrer, comme on dit aujourd'hui, pour le mettre à proximité dans une communauté de religieuses. Et il va être démis de ses fonctions au nom de ce qu'on appelle la haine du peuple. Il est possible dans l'Église de faire en sorte qu'un évêque démissionne parce qu'il subit la réprobation unanime de la population. Et Dutoit va accepter de démissionner. Nous sommes là dans un cas tragique qui montre que l'Église a été maréchaliste, même au-delà de ce qu'il aurait convenu d'être, mais en même temps, vous avez des évêques qui vont prendre parti pour la résistance. Ces évêques, c'est Monseigneur Cardinal Saliège, Monseigneur Théasque, et De Gaulle est un catholique pratiquant, il ne s'en cache pas. Hein. Ceci dit, quand De Gaulle vient à Lille pour participer à un tédéum à la libération de Lille, les relations avec Liénard sont d'une froideur extrême. D'une froideur extrême. La Fédération nationale catholique joue un rôle important avec le général de Castelnau. Dans les paroisses, c'est une autre association de type paroissial qui va se développer et elle va devenir ce qu'on appelle l'Action catholique générale des hommes, l'ACGH et l'ACGF. Mais quelque chose se met en place dès 1943. C'est ce qu'on appelle la mission de Paris par le cardinal Emmanuel Suard. C'est ce qu'on appelle la mission ouvrière. Elle naît en 1943 et, je le disais tout à l'heure, de la part d'un cardinal qui sera maréchaliste jusqu'au bout. La mission ouvrière. Vers une église en état de mission, le cardinal Suard. À partir d'un ouvrage dont j'avais déjà parlé hier, qui a profondément marqué l'épiscopat, c'est le livre d'Yvan Daniel et Henri Gaudin, « La France, pays de mission ». C'est la prise de conscience que la France n'est plus catholique, selon ses prêtres. Mais n'est plus catholique, qu'est-ce que ça veut dire? Si on s'en tient aux statistiques, non. Mais si on s'en tient à la pratique, à la conviction, peut-être que oui. Peut-être que oui. Là, il y a un débat extrêmement intéressant. En 1949, le cardinal Suard meurt et une réunion nationale des prêtres ouvriers se met en place. Quel est le rôle de la mission ouvrière? Voici son sigle. Coordonner les acteurs de l'évangélisation dans le monde ouvrier des quartiers populaires. Offrir à ses membres des outils et des formations favorisant leur mission pastorale. Offrir à l'Église une expertise et une attention sur le monde ouvrier et les quartiers populaires. Soutenir la recherche et l'innovation en théologie et pastorale ouvrière, avec notamment comme élément les prêtres ouvriers. Initié dans les années 40-50, ce mouvement a été qualifié par le dominicain Marie-Dominique Chenu de plus grand événement religieux depuis la Révolution française. Voici des prêtres ouvriers célébrant. Et ce mouvement a été, dans sa forme de l'époque, condamné par Pie XII en 1954. Mais le cardinal Liénard, fervent partisan de la mission ouvrière et des prêtres ouvriers, l'a défendu. Et au Concile Vatican II, Paul VI autorise sous condition à nouveau l'expérience dans le cadre de ce qu'on appelle la mission ouvrière. Et d'ailleurs, actuellement, cette mission ouvrière continue d'exercer son action bienfaisante. L'association catholique, l'Action catholique ouvrière s'est développée également. Nous devons toujours plus approfondir la vision du rôle providentiel que la classe ouvrière a en tant que telle à jouer dans le plan de Dieu. La notion de promotion ouvrière collective humaine chrétienne de la classe ouvrière doit colorer notre ACO. L'ACO fait partie de la mission ouvrière initiée
par l'Assemblée des évêques de France en 1957, qui regroupe JOC, ACE, prêtres ouvriers, les religieux et les religieuses en monde ouvrier. Les prêtres ouvriers deviennent donc des précurseurs d'une entreprise de reconnaissance non institutionnelle de l'Église dans le monde. Les signes des temps sont désormais repères de vie chrétienne. Le combat pour le développement des peuples, la solidarité collective devient un élément de la pratique chrétienne. Voici une photo de prêtres ouvriers qui se réunissent, prêtres au travail, on les appelle maintenant, à Lourdes en 2011. Le Concile Vatican II, avec son désir d'aggiornamento, vient reprendre en compte, intégrer ces intuitions. Les textes conciliaires, Lumen Gentium, Codium Spes, décrets sur l'apostolat des laïcs, sont imprégnés de cet état d'esprit, et les militants de l'Action catholique y voient un encouragement à l'engagement, y compris politique, en vue du royaume. Gérard Cholvy parle de radicalisation idéologique, notamment dans l'ACO, qui voit fondre ses effectifs de 30 000 en 1960 à 18 000 en 1977. Devant les crises successives des mouvements catholiques, l'Assemblée plénière de l'épiscopat décide à Lourdes en 1975 d'abandonner la notion de mandat pour éviter la poursuite du toute action catholique. On a donc là un débat au sein de l'Église de France qui va être un débat important. D'autres associations, le Centre catholique des intellectuels français, on n'en parle pas beaucoup, mais il a été dissous en 1977. Vous savez, cette hégémonie culturelle. Il y avait eu de grandes figures. Les semaines sociales ont joué un rôle important. Avec Eugène Dutoit, j'en ai parlé. Je passe parce que le temps arrive. L'Action catholique, et ben voilà, c'est la synthèse. Je suis à peu près dans les temps. L'Action catholique, s'engager dans le monde pour y témoigner et pour le transformer, ce monde. C'est ça le principe. Les méthodes. D'abord, unir la jeunesse catholique pour se former, vivre en équipe, témoigner. Une présence dans le monde des laïcs, acteurs de leur vie, de leur engagement dans le monde au sein de chaque milieu social. Et puis, la présence dans un milieu particulier des prêtres ouvriers, mais d'une manière plus générale. Quels sont les moyens? Tous les principaux mouvements d'action catholique, d'abord dans le cadre général, puis dans les milieux dits spécialisés, vont se développer durant la grande partie du XXe siècle avec cette notion de mandat apostolique. Le cardinal Suard, quand il crée la mission ouvrière, avec comme repère cette France, pays de mission, va accorder à l'Action catholique une sorte de priorité, un mandat qui va être pendant un temps prioritaire, au point qu'à certains moments, les gens vont se dire, mais est-ce qu'on n'est pas dans une erreur du toute action catholique, et le mandat, au bout d'un certain temps, va être remis en cause, mais il faudra quelques décennies. Quelles sont les formes? En évolution, en mutation, la CJF, avec sa spécialisation qu'on évoquait, la CGH, la CGF, l'ACO. Si on essaie un regard critique, en voyant les éléments pertinents et les éléments plus en débat de cette action catholique qui a marqué le XXe siècle et qui a joué un rôle essentiel. Je vous renvoie au texte de Buisson. Et les catholiques, durant les guerres notamment, jouent un rôle essentiel. L'action catholique, c'est l'implication dans la vie, l'implication sur des questions de société. Les catholiques sont présents. Les limites, les dérives. Eh bien, c'est de devenir plus des militants politiques ou des militants syndicalistes que des chrétiens et de faire passer au second plan la dimension chrétienne. C'est le fameux élément, la critique de l'enfouissement dont on a parlé, qui veut dire qu'on est faut d'abord donner l'exemple et après, mais seulement après, dire c'est parce que. D'où le débat essentiel de certains qui disent, je suis prudent, nous sommes arrivés là
à de l'horizontalisme et on a oublié le verticalisme, clé de lecture de Camara. Ce que les personnes qui le vivent en vérité contestent formellement, parce qu'ils ne le vivent pas comme ça. Mais c'est vu par un certain nombre de personnes comme cela. Vous voyez, on est là au cœur d'un débat, et la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle vont s'interroger sur ce cheminement vers un horizontalisme qui oublierait le verticalisme, pour reprendre ma clé de lecture de Don Helder Camara. J'arrête là pour l'instant.